Bonsoir tout le monde, bonsoir François Ruffin qui nous rejoint pour nous parler de sa proposition de loi sur les femmes de ménage, situation qu'on a déjà rencontrée aujourd'hui avec d'autres députés mais qui n'était pas en fait présentée aujourd'hui en hémicycle, que tu as présenté en commission la semaine dernière. Peut-être pour commencer une question un peu large sur le fait que cette lutte, ce combat pour la reconnaissance et la valorisation des personnes qui s'occupent de l'entretien. Ça fait quand même assez longtemps que tu te bats là-dessus. Est-ce que tu peux revenir sur ton implication sur ces questions et pourquoi tu t'as déposé cette fois-ci une proposition de loi sur les femmes de ménage? Bon, moi, ça fait 20 ans que je fais fakir dans mon coin à Amiens et ça fait 20 ans que quand je vais chez les gens, il y en a plein qui sont femmes de ménage à l'hôpital, dans les lycées, les collèges et ainsi de suite, et que je vois la situation se dégrader. Ensuite, j'ai recueilli au fil des années comme journaliste un certain nombre de témoignages, et puis il y a eu cet épisode à l'Assemblée nationale, puisque je discutais avec les femmes de ménage qui simplement font les bureaux du 101 rue de l'Université, où j'ai fait une prise de parole à la tribune de l'hémicycle qui a été pas mal vue à l'époque. Et suite à ça, je me suis bagarré pour que ça s'améliore la situation en interne des femmes de ménage. Je me suis bagarré avec le questeur de l'Assemblée, Florian Bachelier, qui a proposé qu'on fasse ça dans un dialogue social constructif. Je me suis dit j'avais fait ça, que je pouvais essayer, mais en fait ça donne rien. Ça a porté ses fruits? Non, pas du tout. Donc voilà, donc je l'ai fait en souterrain et en vain pendant maintenant 2 ans. Avec des tas de réunions avec les uns les autres et machin bidule, et puis il n'y a rien qui avance. Et donc là, comme il y avait une conjonction, d'abord comme la niche a été bouleversée, il y a la possibilité de mettre de nouveaux textes. Comme il y avait eu la situation bouleversée par le confinement et le fait qu'on a dû choisir de nouveaux textes, enfin, ou eu l'opportunité de choisir de nouveaux textes. Et puis comme le sujet il avait été rendu un petit peu plus visible pendant le temps du confinement, je me suis dit que c'était le moment de sortir avec ça, sachant que au fond les deux mesures que je proposais, une survalorisation des heures entre 18h le soir et entre 9h jusqu'à 9h le matin, de manière à inciter à passer en journée, et la deuxième mesure, que les sous-traitants soient traités de la même manière que les salariés directs du donneur d'ordre, c'était deux mesures que quand même j'avais mûries depuis un paquet d'années. C'était pas un truc qui avait surgi comme ça. Bon, et ceci dit, c'était quand même vachement politique. Je pense qu'on fait un très beau rapport. Ça compte pour moi la littérature, et même la littérature parlementaire. Et donc je pense qu'on fait un très beau rapport et qui sera une pierre sur un chemin avec des interviews, des auditions, on dit, de donneurs d'ordre, de gens qui sont responsables de déléguer les chantiers dans les universités, de patrons de la propreté eux-mêmes. Donc je suis vraiment quand même content du chemin qui a été fait sur ça. Bon, maintenant... Pour expliquer un peu aux gens en détail ce qu'elle contient, ta proposition de loi, déjà elle s'appelle proposition de loi femmes de ménage, encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance, pour pointer notamment le sujet principal qui est celui de la sous-traitance, qui entraîne tous les problèmes de droit du travail et de conditions matérielles de réalisation des missions d'entretien. Concrètement, ta proposition de loi, elle proposait quoi comme mesure, même si tu l'as déjà un peu dit, sur quelle base et pourquoi ces mesures-là et pas autre chose, quoi. Bon, de toute façon, ce qui est évident, c'est que il y a eu depuis 20 ans, en gros, de la sous-traitance qui s'est généralisée dans les grandes firmes privées. Et par exemple chez Whirlpool Amiens, avant que quand j'y allais au début, dans les années 2000, c'était les personnes qui faisaient l'entretien, c'était des gens qui étaient salariés de chez Whirlpool, qui avaient accès à la cantine, qui arrivaient peut-être un petit peu plus tôt le matin, mais voilà, et donc qui avaient les mêmes salaires que les gens de chez Whirlpool. De la même manière, j'interrogeais un cadre de l'agroalimentaire qui a eu pour mission de sous-traiter l'entretien, mais il se rappelait de femmes de ménage avec qui d'abord ils buvaient des cafés, les ouvriers buvaient des cafés, et qui terminaient à 1700 € leur carrière, et en ayant été intégrés à l'équipe, en ayant eu le chèque du comité d'entreprise et tout ça. Et puis il y a eu des décisions qui ont été de sous-traitance aussi. Pourquoi ? Parce que il y a eu des lois qui ont favorisé tout le temps partiel. Et donc ça a contribué à favoriser d'aller vers la sous-traitance. Mais vraiment, du coup, c'est le grand mal. Donc c'est comment on combat
pour que la sous-traitance, les gens qui sont salariés de la sous-traitance, soient pas l'exemple en fait qui m'a alerté. C'est pour ça que tu vois, en y repensant, que je l'ai remis dans la niche. J'ai eu un appel d'une dame qui s'appelle Géraldine, qui est là salariée chez Honnête à Amiens, à l'hôpital d'Amiens. Elle fait pas les chambres Covid et tout ça, mais elle avait des collègues qui ont fait les chambres Covid. Il y a une collègue qui l'a chopé et qui s'est retrouvée en service de réanimation. Bon, eh ben ils vont pas avoir la prime Covid parce qu'ils sont pas salariés directement de l'hôpital, ils sont salariés du sous-traitant. Donc ça n'est qu'un symptôme, mais voilà. Donc c'est comment on combat contre ça. Et donc effectivement, le fait de dire qu'il y aura les mêmes avantages que s'il y a un 13e mois, eh ben le 13e mois il vaudra aussi pour les salariés de la sous-traitance et ainsi de suite. C'est une manière de dire bon, au moins la sous-traitance ne doit pas servir à faire du dumping. Donc voilà la clé de voûte. Et après il y a un deuxième machin qui fait que dans les pays scandinaves, on est à 80% des agents d'entretien qui travaillent en journée, tandis que chez nous, on est à 97%, me disent la Fédération des entreprises de propreté. Donc les patrons, ils disent que c'est 97% de leurs agents qui sont entre 6h et 9h le matin et entre 18h et 21h le soir. Donc avec une amplitude horaire qui sont non seulement fait qu'ils ont des salaires de misère, mais qu'en plus, ils ont des vies de merde, quoi. Avec ça casse la vie sociale, ça casse la vie familiale. Et on s'habitue à ça. Du coup, ta proposition de loi, elle porte sur toutes les entreprises de sous-traitance. Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a eu le même mouvement de... Quand est-ce qu'il s'est fait ce mouvement vers la sous-traitance? Tu le sais ou pas? J'ai eu des ébauches, mais j'ai pas eu la trace chronologique exacte. C'est du genre de dossier auquel j'aimerais bien accéder. Hein. Il y avait une demande de pouvoir accéder à tous ces dossiers-là auprès de Florian Bachelier, pouvoir accéder en fait à ce qui est la clé de la négociation, qui est le cahier des charges. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on inscrit, qu'est-ce que le donneur d'ordre, donc là en l'occurrence l'Assemblée, demande à un sous-traitant comme EuropeNet de faire. Et si le donneur d'ordre dit je veux qu'aux femmes de ménage elles passent entre 6h et 9h le matin, eh ben elles passeront entre 6h et 9h le matin. Donc voilà, la clé de voûte c'est ce cahier des charges. Et donc, j'aurais voulu pouvoir accéder au cahier des charges et ainsi de suite. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Tu as parlé un petit peu du rapport parlementaire, qui est le document qu'on écrit à l'issue de la commission, à l'issue de l'examen approfondi. Est-ce que tu peux parler un petit peu des auditions que tu as menées pour faire cette loi-là? Parce que là, tu parles de Géraldine. J'imagine que tu as écouté des personnes dont c'est le métier et qui vivent ça quotidiennement. Tu parlais aussi des patrons de la propreté. Voilà. Donc, est-ce que tu peux faire un peu un panorama de ces gens que tu as écoutés pour faire cette loi? Bon, alors, les agents d'entretien, je dirais que j'en avais déjà écouté pas mal sans vouloir, mais vraiment, même j'avais mené déjà des bagarres où j'avais réussi la réintégration de femmes de ménage toujours chez Honnête, parce qu'on s'était bagarré, notamment avec la CGT Ports et Docs qui est responsable des agents de la propreté, c'est la CGT Ports et Docs, avec la SNCF parce qu'il s'agissait d'une gare et tout ça. Donc j'avais déjà en fait en stock, hein, parce que il y a 20 années de boulot, d'accumulation d'entretien, j'avais déjà en stock un certain nombre d'entretiens d'agents eux-mêmes. Simplement là, quand on a la carte député, il fut un temps où j'avais la carte France Inter et c'était un truc qui permettait d'accéder à d'autres types de paroles. Et quand on a la carte député et qu'on vient dire que c'est pour un rapport, il est plus facile de se faire ouvrir les oreilles et la bouche de la Fédération des entreprises de propreté. Aussi, on a lancé un appel, en fait, quand j'ai su que c'était accepté par le groupe que je pose ça dans la niche, j'ai lancé un appel sur Facebook pour dire voilà qui travaille là-dedans et là-dedans on a reçu des centaines et des centaines de témoignages. Mais je demandais qu'on sélectionne spécifiquement les gens qui étaient quelque part en situation d'entre-deux inconfortable, c'est-à-dire des gens qui devaient, à qui on ordonnait de déléguer leur marché, par exemple dans une université ou dans une multinationale, on disait qu'il fallait passer par la sous-traitance et qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec ça. Et de l'autre côté, des entrepreneurs dans la propreté qui sentent bien qu'on leur fait maltraiter les femmes de ménage. Donc voilà. Donc c'est cette espèce qui le disent. Ah oui, qui le disent. Mais de toute façon, même les patrons des entreprises de propreté, c'est pour ça qu'on est dans le reconnaissent, même les représentants. Et ils disent qu'ils cherchent à en sortir par des tables rondes, par des négociations, des bidules qui durent depuis plus de 10 ans et qui aboutissent à rien d'autre, parce que à la fin, en fait, le principal concerné, le donneur d'ordre qui donne les ordres, au fond, il n'est pas mis dans la négociation. Il est hors négociation. Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il est tranquille. Et puis même, le crime, quelque part, si on considère qu'il y a une forme de crime économique à maltraiter les gens de cette manière-là, il se déroule loin de ses yeux, il ne le voit pas.
Donc voilà, c'est pas lui qui a géré ça au quotidien, point barre. C'est un dossier qu'il a traité sur un tableau Excel et c'est tout. Donc typiquement là, c'est le conseil d'administration, par exemple, d'une université qui donne l'ordre de baisser la masse salariale, qui dit voilà, il va falloir que ça se passe en toute sous-traitance. Il y a un agent qui se retrouve à devoir déléguer ça, qui voit bien que c'est catastrophique sur le plan humain, mais derrière le conseil d'administration, lui, il voit pas ça, il a pas conscience de ça. Donc là, ça a permis d'accéder à ce type de parole-là, quoi. Ouais. Et du coup, ces questions particulières des horaires et des droits des autres salariés, comme le 13e mois dont tu parlais, c'est des questions qui avaient déjà été abordées dans les moments de négociation collective en interne et qui avaient été balayées, ou c'est une nouvelle façon d'aborder le problème? Non, c'est déjà plus ou moins abordé, mais en même temps, de toute façon, l'état de la négociation est tellement catastrophique que ne serait-ce que pour passer le fait que le temps partiel minimum, il doit être de 24 heures et non plus de 16 heures, ce qui est une dérogation au droit du travail normal, c'est un truc qui est dans la boucle depuis 2014. On est maintenant en 2020, ça devait être terminé pour 2019, et même ça, ils n'ont pas réussi à avancer vers ça, parce qu'il y a la pression des donneurs d'ordre derrière, quoi. Donc vraiment, la clé de voûte, c'est de contraindre les donneurs d'ordre. Sur les auditions, toujours, et parce que pendant la période coronavirus, on a quand même vu beaucoup d'intellectuels s'engager dans le débat public, notamment sur la question des métiers essentiels mais non valorisés. Est-ce que tu en as reçu? Est-ce que tu as eu des dialogues, voilà, avec des intellectuels qui ont nourri aussi la proposition de loi? Alors, il faut savoir qu'en parallèle de cette proposition de loi sur les femmes de ménage, je mène une mission que j'ai appelée sur les métiers du lien, donc auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, animateur, et en vérité animatrice périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Et en fait, déjà, au sein de ça, je me disais, bon sang, je peux pas mettre femme de ménage à l'intérieur, parce que c'est manifestement pas un métier des liens quand on demande aux femmes de ménage, au fond, d'être invisibles au moment où qu'il y ait personne dans les bureaux au moment où elles font les bureaux, donc ça peut pas être un métier des liens. Et pourtant, on voit bien que sur tout le reste, sur la domination, sur le fait que c'est largement un métier de femmes, à plus de 80%, que ça cumule les fragilités avec beaucoup de personnes d'origine étrangère, avec des faibles qualifications et ainsi de suite, on voit bien que ça rentre dans le même type de métier. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais déjà auditionné, par exemple, Cynthia Fleury, qui est philosophe. J'avais auditionné Dominique Bourg. J'avais auditionné aussi Pierre Rimbert, par exemple, qui a écrit des très bons papiers sur ces emplois dominés. Donc, on peut dire que quelque part la proposition de loi, elle se nourrissait de ça, sans y faire explicitement référence. Le grand intellectuel auquel je fais explicitement référence dans ma proposition de loi, c'est le président de la République lui-même. Lorsqu'il dit qu'il faudra se rappeler, et on est là pour le lui rappeler, il faudra le lui rappeler pendant les 2 années à venir, et lui rappeler au jour le jour. Donc il disait, il faudra se rappeler que le pays tout entier tient aujourd'hui sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent très mal. Bon, voilà, maintenant c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, quoi. Ouais, tu l'abordes là rapidement et en creux, mais en effet, c'est des métiers extrêmement féminisés, très très largement. Je connais pas les chiffres, mais j'imagine que c'est massif. Qu'est-ce que c'est ta réflexion sur le propos féministe qu'on peut tenir sur cette loi? Est-ce que je dis ça notamment parce qu'en commission, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur l'emploi du terme, de l'expression femme de ménage. Est-ce que tu as incorporé une dimension féministe? Est-ce que tu le vis comme ça dans cette bataille pour les agents d'entretien? Oui, moi je suis tout à fait convaincu que ce métier-là et les autres que j'ai cités ne seraient pas traités de cette manière-là si c'était pas des métiers qui étaient occupés par des femmes. Et d'où on considère que finalement, si elles ramènent 600-700 euros à la maison, c'est déjà ça. Et au fond, ce qui traîne, c'est la naturalisation du social. C'est-à-dire de penser que elles l'ont fait pendant des siècles à la maison gratuitement. Bien sûr. Maintenant, on les paye un peu pour aller les faire en dehors de la maison, elles vont pas se plaindre en plus. Et je pense que c'est ça. Mieux que rien. L'inconscient qui traîne dans la société, c'est ça dont il nous faut absolument sortir. D'abord parce que ça n'est pas le prolongement du foyer.
c'est un rapport de travail, d'une part, et d'autre part, ça réclame des compétences et des connaissances qui sont autre chose. Et la manière de se broyer le dos, c'est autre chose que quand on fait quelque chose au foyer. Ensuite, sur le terme femme de ménage, je sais pas là-dessus que j'ai envie de me bagarrer, et même en commission, il me semble j'ai donné un avis de sagesse sur les thèmes à retenir. Je pense qu'il faut continuer à marquer le fait que c'est un métier essentiellement féminin. Je pense que personnellement, je suis pas pour un effacement, de la même manière que je dis animatrice périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap. Moi, je suis plutôt pour que quand un métier soit revendicatif, massivement, on l'indique dans le truc. Après, il y a un côté provoque dans Femme de ménage, dans le bouquin de Florence Aubenas, qui est, tu vois, on se nourrit d'expériences de gens qu'on croise, mais on peut se nourrir aussi de livres lus. Et dans le bouquin de Florence Aubenas, il y a une femme de ménage qui aime bien dans les dîners le soir dire moi je suis femme de ménage et pas dire autre chose pour dire voilà c'est un côté je vous emmerde. Je vous parle franco de port, je vais pas commencer à dire que je suis technicienne de surface et tout ça. Je n'effimise pas ce que je suis. Maintenant, j'entends que ça puisse se déplaire, et s'il s'agit de dire agente et agent d'entretien, c'est pas là-dessus que je vais me bagarrer. Il y a un moment où là, aujourd'hui, le combat il doit porter sur la chose. Davantage que sur le mot, et c'est pas parce qu'on va changer le mot qu'on va changer la chose. Donc la chose, c'est quand même que les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, elles se lèvent à 4 heures du matin à Mantes-la-Jolie, elles prennent un bus, elles prennent un train, elles prennent le RER pour arriver à l'Assemblée nationale, faire 3 heures à 10 euros, en sortir avec 30 euros, en ayant tout ça et en ayant cherché des gardes d'enfants pour leur môme au moment où il faut partir, comment elles vont faire à 4-5 heures du matin pour qu'ils aillent à l'école, et la même galère qui recommence le soir. Ouais. Donc c'est cette chose-là, centralement, qu'il s'agit je veux dire, c'est se demander qu'est-ce qui fait que l'âme résiste à ça. D'ailleurs, des dames ne résistent pas. Il y a des dames qui m'ont dit qu'elles pleuraient en prenant le train le matin, mais qu'est-ce qui fait que l'âme résiste quand même à ce traitement Tu parlais des connaissances et des compétences. J'imagine que la période passée, puisque c'est des personnes qui sont directement exposées au virus, j'imagine que la période passée renforce ce besoin de connaissances et de compétences. Est-ce que les personnes que tu as auditionnées ou avec qui tu as discuté par ailleurs en parlent dans ces termes et mettent en avant ces connaissances, ces compétences qu'il faut pour faire ces métiers, quoi? En fait, je pense que tout métier, il y a une forme d'intériorisation du savoir qui fait qu'on se rend plus compte qu'on sait faire les choses. Donc, en effet, il y a une personne qui a été beaucoup plus descriptive pour m'expliquer. Alors, je ne saurais pas le restituer avec exactitude, mais dans quelles conditions on peut utiliser de l'eau de javel, dans quelles conditions on peut pas l'utiliser, dans quel ordre il faut mettre les produits, parce qu'il y en a qui sont acides, d'autres qui sont basiques, et ainsi de suite. Bon, mais je pense que je citais le bouquin de Florence Aubenas, et c'est là, je pense, qu'on voit que c'est un métier qui réclame à la fois des compétences, parce que elle ne tient pas, Florence Aubenas, donc la journaliste aujourd'hui au Monde qui a fait ce boulot-là un petit peu. Elle ne tient pas les chronos, elle ne tient pas la souffrance, et c'est là-dessus qu'on voit il y a un certain nombre de compétences qui sont intériorisées pour réussir à faire aussi vite, quoi. Ouais. Sur le traitement qui a été réservé à ta proposition de loi, elle a été un petit peu, visible, quoi, notamment parce que tu t'es énervé très fort à la fin de la commission. Est-ce que tu peux raconter le sort qui lui a été réservé par les macronistes, qui, comme pour d'autres, grosso modo, si j'ai bien compris, l'ont vidé de son contenu, mais est-ce qu'ils ont remplacé son contenu par des mesures inutiles, grosso modo? Est-ce qu'ils ont carrément tout enlevé de tes propositions? Qu'est-ce qu'ils en ont fait, quoi? Moi, je dis qu'au moins le coucou, certes, il s'installe dans le nid des autres, mais au moins il pond un œuf. Les coucous macronistes, eux, non seulement ils s'installent dans le nid des autres, ils vident tout, mais ils pondent même pas un œuf à la place, quoi. Moi, j'ai conscience de ce qu'il nous faut transformer pour les femmes de ménage, et je veux dire que j'entrais dans cette commission avec la possibilité de faire des compromis, de pas voir mes deux mesures de passer. Enfin, voilà. Il aurait été bien qu'on vienne me voir en amont comme rapporteur en me disant, voilà, ça on est prêt à l'accepter, ça on n'est pas prêt à l'accepter. Voilà ce qu'on vous propose de faire. Bon, mais au fond,
ils ont traité ce sujet avec négligence. Ils ont posé des amendements donc d'éviction, de suppression d'articles, et ce qu'ils ont mis à la place, c'est vraiment du vent. Mais même, de toute façon, quand j'avais eu le cabinet de Marlène Schiappa la veille en audition, à la fois ils disaient qu'il fallait une loi, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils sont aux affaires. Ils pourraient savoir un peu ce qu'il y a à mettre dans la loi, et ils ne savaient pas du tout. Et ils avaient donné un avis sur ce que toi tu proposais, en l'occurrence, ou pas? Pas clair, quoi. Il faudra faire des choses. Nous pensons qu'une loi est nécessaire et tout ça, bidule. Mais même ils trouvaient très bien qu'il y ait une loi. Mais quel contenu de la loi, ils en disaient absolument rien du tout, quoi. Alors ils renvoyaient aux négociations entre les syndicats des partenaires sociaux. Bon, mais tout en de propreté, notamment parce que le donneur d'ordre n'est pas compris. Ça négocie entre les patrons des entreprises de propreté et les syndicats des entreprises de propreté, mais pas avec les donneurs d'ordre. Donc à partir de ce moment-là, de toute façon, le problème est évacué. Donc bon voilà. Après j'ai vu que comme on l'a retiré, ils ont dit que ben voilà, encore une fois, il faudra attendre pour les agents de entretien. Attends, comme si c'était de notre faute. Qu'il fallait attendre. Oui. Ça fait 3 ans. Ils ont aussi dit qu'on n'aimait pas les enfants parce qu'on avait retiré notre loi sur les cantines et les colonies de vacances. Ils ont l'opportunité parlementaire en permanence, quoi. Voilà, ils ont 300 jours par an pour le faire. Nous, on a un seul jour par an. Bon, ils ont des ministères. Ils ont des. Je veux dire, se dire qu'il y a des tas de techniciens et sans doute des gens qui sont en plus habités par un certain nombre de valeurs chez les fonctionnaires, par exemple, du ministère de l'égalité hommes-femmes, je doute pas qu'il y ait des gens à l'intérieur qui ont envie de faire progresser cette cause. De la même manière que au sein du ministère du Travail, j'ai pas de doute qu'il y a des tas d'inspecteurs du travail et ainsi de suite qui ont envie de faire progresser cette cause. Ça veut dire qu'ils pouvaient arriver avec des amendements qui soient nettement mieux fichus que ce qu'ils nous ont produit. Pourquoi ils l'ont traité avec tant de négligence? Parce que pour eux, ils ont réservé le même traitement à d'autres de nos propositions, mais dans le débat entre les différents groupes, est-ce que tu avais des soutiens? Oui, les communistes quand même, à l'évidence, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Oui. Plus loin, les socialistes, il me semble qu'ils ont appuyé dans la critique. Alors, les Républicains, il y en a un Stéphane Viry, qui s'est exprimé et qui était très bien. Enfin, très bien, voilà, c'était audible. Et l'autre, je me souviens plus, qui a pris la parole, c'était un député des Républicains, mais sa solution, c'est qu'il fallait baisser le coût du travail. Si on baissait le coût du travail, ça donnerait envie aux entreprises sous-traitantes, aux entreprises de donneurs d'ordre, de réintégrer les agents d'entretien dans l'entreprise. Donc, si vous voulez, il y en a comme ça. Vous avez un problème, vous baissez le coût du travail. Vous avez un problème de prostate, il faut baisser le coût du travail, quoi. Bon, voilà. Mais c'était pas. Et voilà. Les macronistes, leur positionnement global? Leur positionnement, c'était de dire nous, on va faire encore mieux ce que vous avez fait. Ils défendaient leurs amendements. De toute façon, c'était très clair que c'était un moment de tension possible. Hein, je veux dire, ils sont venus. Sonia Crimi, par exemple, qui est une macroniste de gauche, on va dire, même si pour moi ça relève franchement de l'oxymore, mais enfin bon, admettons. Mais elle m'avait apporté son soutien en amont de la commission. Elle est venue à la commission. Et ils lui ont interdit de prendre la parole en disant elle n'est pas membre de la commission des affaires sociales. Donc d'habitude, on sait très bien que quand on peut se balader d'une commission à l'autre, et même si on n'est pas membre, mais là, et à la fin, grosso modo, ils lui disent si c'est comme ça, barre-toi. J'ai entendu ça. Donc c'est pour dire qu'ils savaient que c'était un moment de tension, et donc ils étaient là pour être groupés. Et que les 2-3 qui s'expriment, donc Charlotte Lecoq, je me souviens plus des autres, mais bon voilà, ils fassent corps et en disant voilà, il faut renvoyer la négociation salariale où nous on va rendre le travail de jour obligatoire. Pourquoi? Parce que ce qu'ils proposaient, c'est que juste le donneur d'ordre, il doit motiver le refus de travailler en journée. Mais ça veut dire qu'ils ont juste à dire j'ai des salariés dans ma boutique, on préfère que vous veniez le matin, et puis la question elle est réglée. C'était pas suffisant. Je le dis, moi, j'étais prêt à beaucoup de compromis,
j'étais prêt à supprimer que mes articles, qui sont des articles qui viendront, je l'espère, un jour, qui reviendront dans le débat public. J'étais prêt à ce que ces articles soient éliminés, pourquoi pas, mais qu'on mette quelque chose de substantiel à la place, et pas juste un machin bidon qui leur serve à aller sur les plateaux télé en disant regardez ce qu'on a fait, c'est formidable, quoi. Sur la question des rapports de force à l'Assemblée, est-ce que tu penses que ton énervement et ton coup de gueule quand même assez visible sur cette proposition de loi peut les vacciner? C'est un truc qui inquiète les gens dans les questions qui sont posées. J'en prends une par exemple de Zarguet qui dit « Retirer nos projets de loi, ce n'est pas les laisser nous museler à l'avenir ». Ou il pose une autre question en disant « Est-ce que vous craignez pas que LREM reproduise systématiquement leur stratégie de vider nos propositions de loi ?» Est-ce que tu penses qu'on réussit à imprimer sur leur stratégie et si ça va se... Non, je suis pas sûr qu'on y arrive là-dessus. Mais de toute façon, il y a un moment, on peut pas les soigner non plus, hein. Et c'est souvent sur les niches, hein, que ça se joue. Les temps, mais ils ont changé justement de stratégie sur les niches. Avant, ils votaient contre. En fait, la niche de l'UDI, si on se souvient ce qui s'était passé sur le congé de deuil pour enfants, ils avaient un peu fait la même chose. Simplement, ça s'était passé en commission dans une espèce de confusion générale qui fait qu'on n'avait pas compris ce qui s'était passé, quoi. Donc voilà. Et je me souviens d'une PPL sur les enfants handicapés où voilà, ils ont adopté la stratégie du rejet automatique sans possibilité de discussion du contenu. Ça leur a donc ils changent de stratégie, mais sur le fond, en tout cas, ils entrent pas dans ce qui pourrait être un débat fructueux, quand bien même il serait contradictoire et quand bien même on perdrait à la fin. Je veux dire, on sait bien combien on est. Moi, ce que j'attends, c'est de l'appel, hein, c'est qu'on me réponde non, on fera pas ce que vous voulez, même si je pense que c'est ce qu'il y avait à faire, mais on fera ceci, cela, et dans tel et tel calendrier. Et là, il y a zéro réponse en face, quoi. Ouais. Mais en effet, je pense pas qu'on doive se laisser à l'avenir systématiquement intimider, et peut-être qu'il faudra continuer. Sinon, c'est quasiment les laisser choisir quelle proposition on va mettre à l'ordre du jour finalement en hémicycle, quoi. Ouais. Pour le coup, là, on a choisi de retirer ces lois. Sur la suite de ce sujet particulier, est-ce que tu as déjà une suite de stratégies sur la question de l'entretien des femmes de ménage, des actions prévues, assemblées ou pas, hein, mais pour continuer de parler de ça, quoi. Déjà, il devrait y avoir des trucs dans mon coin, puisque avec Géraldine dont je parlais et tout ça, normalement, il doit y avoir quelques luttes qui se mènent suite à ça. Et ensuite, on verra s'il y a une nouvelle PPL à déposer. Enfin, on va voir ce qu'il y a. Ce que je regrette, après, c'est que tu sais, tu fais des trucs et tu te rends pas compte quel impact ça va avoir dans le public, mais en même temps qu'il y a eu mon coup de gueule qui a été balancé, j'aurais dû balancer une pétition en faveur des femmes de ménage et réclamer ça, quoi. Et donc immédiatement, en fait, c'est ne pas laisser pour lutter, il faut pas laisser de temps de latence entre le moment où on vient de réussir un coup et on prend une initiative. Les deux doivent se chevaucher. Et là, j'ai quelque part raté un chevauchement. Maintenant, la suite pour moi sur ce genre de métier-là, c'est parce que les conditions de travail des auxiliaires de vie sociale, par exemple, en termes de salaire et d'horaire, c'est à peu près la même chose. On est sur du 600-800 euros avec des temps le matin, les temps le soir, des horaires éclatés. C'est ma mission métier des liens dans laquelle je vais greffer toute une série de propositions de loi, quoi. Je pense qu'on a là tout un espèce de sous-salariat qui s'agit de faire émerger et qui forme un bloc important, quoi. Et mission qui doit aboutir quand? À quel moment? Là, normalement, c'est prévu pour le 24 juin en commission. Justement, j'ai fait pour que... Enfin, comme il y avait eu tous les discours du Covid, du président de la République et compagnie, je voudrais que ça débouche rapidement au mois de juin pour que cette séquence soit pas complètement effacée et qu'on puisse encore s'appuyer dessus, quoi. Donc, ce week-end, en clair, je travaille sur mon rapport mission métier des liens. Ok. Merci François. Il y a Adrien qui nous a rejoint. Merci. Je vous dis au revoir, alors, c'est ça? Ouais, on te dit à plus. Alors toi, il y a toujours la grève de coiffeur, toi? Non, pas exactement. J'ai l'impression que ça raccourcit. Ouais. C'est un nouveau look alors, d'accord. On fait les choses, tu vois, petit à petit. Ça roule.
Bon, allez, je vous laisse. Merci François. Salut, ciao. Salut.